Bonjour à tous et à toutes. Je laisse quelques instants aux confrères et consoeurs qui nous rejoignent pour cette visio. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je suis Caroline Marette, je suis présidente de l'URPS Sage-Femme de Normandie depuis maintenant 2 ans de mémoire. Je suis accompagnée dans l'équipe de plusieurs sages-femmes, Marie Leroy et Élise Nicole dans le département de l'Eure. Marie Gutt, qui est frontalière Orne et Calvados, si je ne me trompe pas. Et puis Caroline Delval, qui est sur Maromme, la région rouennaise. Moi, je suis sur le secteur de Dieppe, le haut de la Normandie. Pourquoi vous proposer un webinaire? Parce que l'équipe s'étant étoffée ces derniers mois, on avait envie de pouvoir avoir des apports pour vous, les sages-femmes de la région. Et sachez que là, c'est même ouvert aux sages-femmes pour tout mode d'exercice. Pourquoi le sujet de la vaccination? On sent bien que c'est un sujet qui est au cœur de notre métier. Notre métier, c'est un métier de prévention. La vaccination, c'est un axe majeur de la prévention au niveau de la santé publique. Et notre région comporte de nombreuses disparités démographiques de professionnels avec des consoeurs qui ont de nombreuses réclamations des couples. Mais ça va bien au-delà avec maintenant l'extension avec le calendrier vaccinal. Les dernières actualités au niveau de la coqueluche, au niveau du méningocoque, mais aussi le papillomavirus et toute la dynamique autour du VRS amènent de nombreuses questions au sein des discussions professionnelles. Et donc, on s'est saisi du sujet pour pouvoir vous présenter ce webinaire aujourd'hui. Nous avions annoncé la présence de Marie de Caudin, qui malheureusement, comme toute sage-femme, jeune sage-femme hospitalière, n'a pas pu se rendre disponible. On va faire par la suite un échange visio avec elle qu'on ne manquera pas de vous partager. Pourquoi Marie de Caudin? Marie de Caudin, sur son mémoire, a fait un énorme travail euh, sur la place des sages-femmes au sein de la vaccination. Comment notre profession s'est emparée de la vaccination. Et donc, on voulait mettre en valeur son travail qui a recensé plus de 1000 réponses de professionnels sur son travail. Donc, on vous en fera part. Le docteur Leroy l'a accompagné dans ce travail. Donc sur ce webinaire, on a eu la volonté de pouvoir vous apporter des réponses en lien avec ce que vous nous aviez partagé lors des sondages. Donc ça va être un webinaire dense. On espère répondre au mieux à vos interrogations. Et puis on verra après les possibilités de complément à la suite de ce webinaire. Docteur Leroy, je vous laisse la parole. Oui, mais merci. Je pense que vous avez à peu. Oui, voilà, je crois que je vois effectivement ce que vous devez voir et donc on va pouvoir commencer. On va effectivement. Alors, je suis obligé de remercier mon ami Christophe Hommel avec lequel je travaille notamment sur la vaccination des voyages, qui intervient aussi souvent sur les vaccinations et auquel j'ai emprunté un certain nombre de diapos. Ça fait partie des choses qu'on se fait régulièrement, je dirais, comme échange. Alors, comme toute personne qui intervient en vaccin, malheureusement, on a fait ça souvent à l'initiative effectivement de différents laboratoires. Et voici mes liens d'intérêt qui sont un peu habituels. Vous parliez à l'instant de petits sondages que vous aviez organisés. Je me suis permis de le récupérer pour essayer de mettre tout en haut les questions les plus importantes. Et puis peut-être que coqueluche et grossesse qui recueillait que 13%, on l'évoquera dans les questions, mais pas aujourd'hui parce que j'ai déjà fait pas mal de diapos, peut-être un peu trop. C'est vous qui pourrez me le dire, je dirais, à l'issue. Alors, l'extension des compétences, pourquoi l'extension des compétences? Pourquoi élargir les compétences? Tout simplement parce que vous voyez en fait ce qui se passe. Grosso modo, les enfants sont pas trop mal vaccinés. C'est des notions qui sont un peu anciennes, qui datent, je dirais, d'avant en fait le Covid, mais qui montrent que la vaccination, elle est pas mal à 15 ans et puis après, elle ne fait que diminuer. Alors, vous êtes peut-être pas très concerné par les 99 ans, mais néanmoins, on voit bien qu'aujourd'hui, le problème de la vaccination, c'est quand même que ça s'étiole plus ou moins avec l'âge et souvent, quand même, les gens sont vus aussi par les médecins et
par les pharmaciens. Donc, c'est quelquefois surtout un problème de penser à effectivement mettre en route la vaccination. Du coup, il y a eu effectivement un texte le 8 août 2023, dont l'article 2 concerne particulièrement les sages-femmes, qui peuvent donc prescrire l'ensemble des vaccins mentionnés au calendrier des vaccinations en vigueur. C'est pour ça qu'on va le revoir. Et puis, administrer l'ensemble des vaccins. Et je dirais, pour passer assez vite sur ce texte et pour le synthétiser, les sages-femmes peuvent faire tous les vaccins du calendrier vaccinal dans le cadre de leurs recommandations, sans limite d'âge, contrairement aux infirmiers, infirmières et pharmaciens, qui, eux, ont une limite d'âge à 11 ans. Pour les pharmaciens, ce n'est pas totalement vrai, puisque le Covid peut être fait à partir de l'âge de 5 ans. Mais grosso modo, l'essentiel du calendrier ne peut pas se faire avant 11 ans, et vous êtes les seuls à pouvoir effectivement intervenir, notamment chez les enfants, ce qui éventuellement est effectivement une difficulté. Alors, tout de suite, d'emblée, je vous dis, vous avez à peu près toujours au même endroit, c'est-à-dire sur le site santé.gouv.fr, ce document qui est le calendrier des vaccinations, qui comporte une bonne centaine de pages et dont la dernière version est d'avril 2025, comme vous pouvez le voir en bas, effectivement, qui est la référence dans laquelle vous trouverez d'abord le calendrier, bien sûr, mais aussi maladie par maladie, le détail, parce que vous avez, et on a tous une bonne connaissance souvent de la situation générale, mais pas toujours des situations particulières, et on essaiera d'en voir quelques exemples. Alors, je ne suis pas sûr de pouvoir complètement résumer tout ça, mais voilà le tableau des compétences tel qu'il est extrait en fait de la partie vaccination info-service. Et vous voyez que les sages-femmes, c'est oui partout. Alors, les limitations sont effectivement des astérix qui sont difficiles à lire parce que le tableau est beaucoup trop dense, et encore, c'est leur tableau parce que le mien comporte en plus ces préparateurs en pharmacie qui ne figurent pas là sur le tableau. Et donc, les sages-femmes ont, je dirais, des limites qui sont souvent liées avec effectivement la vaccination chez les immunodéprimés qui se fait souvent en lien avec le prescripteur. Alors, je ne voudrais pas être réducteur, mais effectivement, chez les nouveau-nés ou les tout petits enfants immunodéprimés, il y en a quand même assez peu. Et donc aujourd'hui, je dirais que ce n'est pas vraiment un gros problème, mais vous voyez que vous avez bien la colonne prescription et administration de quasiment tous les vaccins à la date à laquelle je l'ai visité, et on ne voit pas pourquoi ça changerait. Une question, est-ce que ça faisait partie des choses qu'on devait aborder rapidement? Comment ça marche un vaccin? Ben, le principe, vous le connaissez. A priori, c'est un microbe actif qui est rendu plus ou moins actif, ou en tout cas moins actif, et qui va être introduit effectivement dans le corps, ce qui va favoriser en fait l'apparition de défense. Le microbe inactif est alors éliminé. Et puis, lorsque survient en fait un vrai microbe, ben, vous avez ces défenses qui vont pouvoir effectivement vraiment apparaître. Alors, c'est simpliste. Là, je vous ai mis quelque chose d'un tout petit peu plus compliqué. Vous avez en fait immunité active versus immunité passive. L'immunité active, c'est la maladie sauvage, comme on vient de le voir éventuellement, avec aussi la vaccination, c'est-à-dire qu'on apporte des antigènes dans les deux cas qui vont faire que vous ayez des anticorps. Ça, c'est le principe de base. Vous voyez en fait que sur le schéma à côté, vous avez deux situations, celle du sérum et celle du vaccin. Et le sérum, c'est donc l'immunité passive, c'est donc les sérothérapies avec les gamma-globulines contre le tétanos, par exemple, qui sont bien connues, et ou bah, les anticorps monoclonaux, ce qui est un petit peu nouveau avec le nirsevimab, le B-Fortus pour ne pas le citer, ou encore la transmission materno-fétale, notamment qui est encouragée lors de la vaccination contre la coqueluche des femmes enceintes. Voilà. Alors, il n'y a pas que la coqueluche, et on va le revoir après. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on apporte un sérum ou des anticorps monoclonaux? On fait monter, entre guillemets, ces anticorps jusqu'à un taux qui devient protecteur parce qu'on franchit effectivement une certaine limite. Et puis ensuite, dans les semaines qui vont suivre, dans le temps qui va suivre, il va y avoir une décroissance effectivement de ces anticorps, et au point qu'à un certain moment, on peut estimer qu'on ne sera pas protégé. Alors la règle n'est pas toujours la même. Grosso modo, on estime quand même qu'au bout de 3 mois, la protection est bien moins bonne lorsqu'on a fait un apport effectivement d'anticorps, sauf quand on a des anticorps monoclonaux comme le nirsevimab, où on sait effectivement qu'il y a une stabilisation de ces anticorps qui leur permet de durer plus longtemps. A contrario, quand on fait une vaccination, bah, ça prend un peu de temps, et puis bah, on a effectivement un début avec des étapes et puis une baisse. Et si je poursuis un peu, bah, je veux vous passer une première information. J'avais l'habitude de présenter ces diapos en disant qu'est-ce qui est mieux, d'être effectivement en retard ou en avance. Et là, vous avez la réponse. Quand on est en avance, bah, on a fait monter après une première injection, lors de la deuxième injection un peu trop bonne heure, ou un peu trop
tôt, on a effectivement un taux d'anticorps qui n'a pas beaucoup diminué, on fait remonter, c'est plutôt satisfaisant. Donc, on a bien effectivement un effet booster, on va dire. Par contre, si on a la chance d'attendre un petit peu, et ça, c'est l'effet un peu rappel avec un intervalle long, on va remonter, vous voyez, beaucoup plus haut. Et ça fait appel à la maturité des cellules mémoire. Et cette maturité, dans le cas des rappels, on le sait, c'est 4 à 6 mois pour effectivement avoir un effet rappel. Alors, quelquefois, il est nécessaire d'avoir 2 injections dans la primo-vaccination, et auquel cas, on est sur le schéma de gauche. Mais si on veut le rappel, eh bien, il vaut mieux attendre un peu, sans passer par effectivement une étape où les gens ne sont pas protégés. Mais vous voyez effectivement qu'il est moins embêtant, on va dire, effectivement, d'attendre un peu trop que d'attendre un peu moins. Alors voilà, les notions de primo-vaccination, ce que je vous disais, donc c'est cette maturation de 4 à 6 mois qui est avec effectivement la nécessité de réaction dans les ganglions, ce qui explique quelquefois qu'après une vaccination à proximité, il puisse y avoir un petit ganglion un peu douloureux, un peu plus saillant, ça doit rentrer dans l'ordre assez rapidement. Et puis vous voyez effectivement que dans un certain nombre de cas, on peut avoir une durée de vie des anticorps et en tout cas grâce aux cellules mémoire, avec effectivement une protection pendant toute la vie durant ou 15-20 ans. Ça dépend un peu, je dirais, des anticorps et des antigènes. Et on apprend, je dirais, de cette situation à chaque situation un peu épidémique, à chaque situation un peu nouvelle concernant telle ou telle maladie qu'on croit parfois effectivement éradiquer quand il y en a beaucoup moins. En tout cas, il y a un message important tout en bas, c'est qu'on ne recommence jamais une vaccination à zéro. Quand elle a commencé, on la poursuit et on la reprend là où elle a été interrompue en donnant les doses manquantes, en sachant que ce n'est pas forcément l'idéal, parce qu'on passe par une phase de non-protection éventuellement, mais que généralement on récupère un niveau très satisfaisant et qu'il n'est donc pas nécessaire de tout refaire. L'exemple typique, c'est les gens qui n'ont pas fait de DTP pendant 25 ans ou 30 ans. Eh ben, on sait effectivement qu'on ne doit pas tout refaire. Alors, l'immunité vaccinale, il y a encore une autre notion qui, vous verrez souvent chez les parents, et traîne, et contre laquelle on va essayer d'aller. Un vaccin, c'est une centaine d'antigènes, 1000 épitopes si vous préférez. On ne va pas trop définir ce que c'est que l'épitope, mais bon. À un instant T, on estime que la réponse immunitaire chez une personne est possible pour à peu près 10 000 vaccins. Et donc, à la question, est-ce que effectivement on va donner 2 ou 3 vaccins en même temps, est-ce que c'est un problème? La réponse est non, ça n'est pas un problème, même si sur le plan pharmacologique, bah, de temps en temps, quand il y a effectivement un effet indésirable, évidemment, quand on a fait plein de vaccins en même temps, on ne sait pas lequel peut être responsable de telle ou telle chose. Donc, on n'essaie pas de favoriser effectivement le fait de faire plusieurs vaccins le même jour, mais ça ne pose pas sur le plan immunitaire du tout de problème, puisque on estime donc que 10 vaccins administrés simultanément mobiliseraient qu'un millième des lymphocytes B qui sont nécessaires. Alors après, il y a effectivement des réponses immunes qui sont un peu différentes en fonction des antigènes vaccinaux. Et vous avez par exemple le vaccin contre le tétanos. Donc très souvent, on a effectivement des antivax qui traitent des vaccins de soupe de purulence. Eh bien, en l'occurrence, dans le tétanos, ça n'est pas la bactérie, puisque vous savez que c'est un anticorps qui va être dirigé donc contre en fait une toxine. Et donc là, on a effectivement des vaccins inactivés. À l'inverse, les vaccins vivants atténués ont des règles un peu différentes. Le meilleur exemple que vous puissiez connaître et qui est le plus fréquent, c'est le ROR pour vous. La troisième classe n'est pas véritablement une troisième classe parce que les vaccins ARN sont plutôt considérés comme des vaccins inactivés d'une façon générale. Et pour l'instant, les vaccins à ADN n'existent que chez l'animal. Ils ont un intérêt, mais par contre, ils ont certains effets qui s'approchent plus des vaccins vivants atténués que des vaccins inactivés, même s'ils sont bien dans la classe des inactivés. Alors, les règles, et on en finira quasiment avec effectivement ces éléments de base d'immunologie, c'est que 2 vaccins inactivés, il n'y a aucun délai pour les faire. On peut les faire à 3 jours d'intervalle, on peut les faire à 15 jours d'intervalle. Pour des raisons de pharmacovigilance, c'est plutôt mieux de le faire à une quinzaine de jours parce que ça permet de voir un petit peu tout ce qui s'est passé avec tel ou tel effectivement vaccin, mais il n'y a aucun délai en pratique pour effectivement en cas d'urgence notamment faire ces vaccins. Un vaccin inactivé, un vaccin vivant atténué, il n'y a aucun délai pour effectivement les faire. C'est la même chose. Par contre, entre 2 vaccins vivants atténués et donc par exemple le ROR et un autre vaccin vivant atténué, comme par exemple la fièvre jaune, c'est soit le même jour, soit avec un mois de délai au minimum qu'il faut effectivement faire les vaccins. Donc, vous voyez, un délai qui, je dirais, est
pas absolument obligatoire, qu'on peut outrepasser, mais après avoir bien réfléchi dans des circonstances bien particulières, et notamment celle d'exposition à un risque, où on prendra le risque que le vaccin marche moins bien quand on le fait effectivement les deux vaccins vivants atténués à un délai de moins d'un mois, mais avec une efficacité quand même et pas effectivement des effets indésirables impossibles. Donc c'est surtout un problème d'efficacité pour effectivement les délais, mais pour les vaccins inactivés, on peut considérer qu'il n'y a quasiment aucun délai. Alors, trois mots sur les acteurs de la vaccination. Vous voyez beaucoup de monde là sur cette diapo, avec la HAS, Santé publique France, l'assurance maladie, la NSM. Et c'est donc un circuit un peu complexe que vous avez figuré un peu autrement ici, qui permet en fait d'avoir une inscription au calendrier des vaccinations. Et avec encore un vrai problème aujourd'hui, vous voyez effectivement que lorsque, je dirais, une décision a été prise, le remboursement du vaccin va prendre un certain temps. Et c'est aujourd'hui là que le bas blesse, notamment avec une relative absence de budget et de vote au Parlement pour effectivement le projet de loi de finances de la sécurité sociale, la fameuse PLFSS, qui effectivement peut parfois faire un retard par rapport au remboursement. Alors, si je prends l'exemple de la vaccination HPV, vous connaissez depuis longtemps, vous savez que la couverture n'était pas terrible, vous savez qu'effectivement le président s'est emparé de cette vaccination en disant qu'il allait la faire à l'école, ça tombe bien puisque ça fait plus de 20 ans qu'en Seine-Maritime, en l'occurrence, c'était fait. Sur toute la Normandie, c'était un petit peu moins vrai, mais effectivement, la réunification, je dirais, Haute-Basse-Normandie avec une ARS unique a permis en fait de développer un programme de vaccination également sur l'ex-Basse-Normandie, ce qui fait qu'aujourd'hui, normalement, la vaccination à l'école était pratiquée depuis 2-3 ans au moins avant, effectivement, ça a été un peu entravé par le Covid, mais 2-3 ans avant l'annonce présidentielle. Et donc, quand on regarde au niveau national ce qui s'est passé, vous voyez que depuis effectivement la reprise de la vaccination, une certaine publicité, et notamment effectivement aussi l'introduction chez les garçons, on voit qu'on a une progression, qu'on atteint aujourd'hui, allez, bon an, mal an, autour de 58% en première dose, ce qui n'est pas suffisant puisqu'il faut 2 doses, donc autour de 50%, et les garçons, on a quand même une nette progression. Juste pour un petit rappel, quand on est un peu plus haut qu'effectivement en Normandie, donc dans le Nord-Pas-de-Calais, on est à 40 km de l'Angleterre. En Angleterre, on atteint effectivement des couvertures vaccinales qui dépassent les 80%, avec dans des régions comme l'Écosse, où on commence à avoir effectivement un impact de la vaccination sur les cancers du col de l'utérus. Et puis, malheureusement, comme vous le savez peut-être, pour, je dirais, des raisons de transmission chez les homosexuels masculins, donc les hommes ayant des relations sexuelles avec les hommes, les HSH, eh bien, la vaccination chez les garçons était possible jusqu'à 26 ans, alors qu'elle était revenue à 19 ans pour les filles. Et donc, il a été souhaité que cette vaccination soit élargie à 26 ans. C'est fait. Les différents, je dirais, recommandations ont été émises. Mais à l'heure actuelle, le remboursement n'a pas été repoussé entre 19 et 26 ans chez les filles, alors qu'en fait, il est écrit maintenant depuis un certain temps, puisque vous voyez que ça a été validé par le collège le 30 avril 2025. Donc, tous les ans, c'est 250 000 femmes, 350 000 hommes qui perdent leur éligibilité au remboursement HPV. On a un retard cumulé de plus de 4 millions qu'il va bien falloir essayer de rattraper. On sait que la vaccination anti-HPV, elle est d'autant plus efficace qu'elle est faite tôt. Donc le 26 ans, c'est sûrement pas effectivement l'objectif, mais c'est un rattrapage pour essayer effectivement de diminuer entre guillemets la charge et le poids des cancers HPV induits, cancer du col de l'utérus chez la femme bien sûr, mais pas que. On a d'autres cancers qui sont effectivement HPV induits, et notamment les cancers de l'anus, ces cancers effectivement ORL qui sont évidemment communs à garçons et filles, et qui se rencontrent et qui sont une des raisons pour lesquelles la vaccination a été généralisée. Très souvent, les médecins traduisent en fait la généralisation de la vaccination aux garçons comme étant pour essayer de diminuer la transmission aux filles. C'est bien sûr vrai, mais c'est aussi une erreur puisque les garçons sont aussi, je dirais, euh, quelque chose, enfin des personnes susceptibles de faire effectivement des cancers. Et on sait qu'en gros, on a 3000 cancers du col de l'utérus tous les ans, 6000 cancers HPV induits, ce qui fait que effectivement le risque est surtout sur le col de l'utérus, mais également très partagé, hommes et femmes, avec effectivement les autres types de cancers. Alors, un petit mot pour dire, on rentre un
petit peu dans un calendrier. Vous êtes très concerné par effectivement les premiers examens gynécologiques à l'âge de 25 ans, et c'est une des raisons pour lesquelles il est souhaitable que la date euh, sur laquelle on peut continuer de faire la vaccination soit jusqu'à 26, parce que ça sera l'opportunité d'un rattrapage, ce que vous voyez noté ici de façon, je dirais, un peu plus large, avec toutes les opportunités de contraception IVG, grossesse, prévention, dépistage et autres vaccinations. Et vous savez qu'on a entre 15 et 25 ans aujourd'hui, 25 ans non révolus, c'est-à-dire 24 ans révolus, le rattrapage méningo-B et méningo-ACWY. On va en reparler largement. En tout cas, clairement, l'HPV, la priorité, c'est les 11-19 ans, donc ceux qui sont à l'école. On a 4 millions de personnes à rattraper. 20-25 ans sera effectivement un âge clé pour effectivement le rattrapage, et toutes les occasions sont bonnes à soutenir. Quelques mots sur le calendrier vaccinal. Voilà le calendrier qui sans doute vous concerne le plus, puisque il est devenu un peu complexe, puisque vous savez que pendant la grossesse, on a une recommandation de vaccination contre la grippe, contre le Covid, mais également donc coqueluche. Donc malheureusement la coqueluche n'existe pas seule, donc c'est DTP, DTCAP très exactement. Et puis effectivement un petit nouveau qui est la vaccination contre le VRS. Alors la vaccination VRS, elle est compliquée puisqu'il faut la faire grosso modo avant l'accouchement, au moins 15 jours avant l'accouchement, et à partir de la 32e semaine d'aménorrhée, mais à 15 jours de distance de la coqueluche. Et donc, ça contraint fortement ce calendrier, qui n'est pas devenu illisible pour les professionnels de santé, mais quand on montre ça effectivement à des parents aujourd'hui, c'est plus lisible, et c'est pour ça qu'il faut traduire ça par effectivement non pas une semaine d'aménorrhée, mais une date concrète pour effectivement pouvoir faire en fait ces vaccinations, en tenant compte du fait qu'aujourd'hui, effectivement, il faut anticiper une naissance pendant effectivement la période à risque, ce qui justifie une vaccination qui ne peut pas être faite, je dirais, tout le temps pour le VRS, puisque eh bien, nous avons depuis 11 jours commencé cette période entre le mois de septembre et la fin janvier, grosso modo, pour la vaccination VRS. On pourra revenir dessus. Voilà le calendrier le plus, à mon avis, compréhensible pour les familles, mais même pour les professionnels de santé, qui présente un peu le séquençage de toutes les vaccinations. Alors évidemment, vous êtes surtout concerné par effectivement cette partie gauche du calendrier. Là encore, il faut savoir effectivement respecter les dates le plus possible. On va essayer d'en reparler à travers des exemples. On ne parlera pas du pneumocoque notamment, parce que le pneumocoque va effectivement connaître plein de bouleversements. Vous savez que le Prévenard 20 est apparu à la place du 13. Le problème du 13, c'est 25% d'efficacité sur les souches qui circulent. Le 20, c'est à peu près 50%. Et le 21 qui va être proposé pour les adultes, c'est à peu près 80%. Et donc, il y a plein de bouleversements sur le pneumocoque qui vont venir. L'hépatite B, il n'y a pas grand-chose à en dire. Le méningocoque a beaucoup changé. D'une façon générale, le rotavirus est établi. Et la rougeole, au rayon rubéole, on essaiera d'en dire un mot. Alors voilà la carte simplifiée que tout le monde connaît, qui présente en bleu la zone des obligations. Et vous voyez que le méningocoque B est rentré dans les obligations. Le rotavirus, les Français sont restés encore un peu, je dirais, très prudents. Le rotavirus ne fait pas partie des obligations. On avait eu des problèmes d'invagination intestinale aiguë qui font qu'on reste encore un peu, je dirais, sur le qui-vive pour le rotavirus. Et puis, bah, comme effectivement la vaccination s'arrête à 2 ans, l'obligation vaccinale s'arrête à 2 ans, vous voyez en fait que les autres vaccins ne sont pas effectivement dans le lien. Pas oublier le revers de cette petite carte qui présente un certain nombre d'informations intéressantes. Alors, si je reprends en fait une espèce de calendrier qui est un peu celui d'Infovac, vous voyez qu'en fait, le problème, très souvent, il est synthétisé par le fait de faire 3 injections, le Bec0, la CWY et l'Aurore à l'âge de 12 mois. Et beaucoup de médecins, et peut-être vous, voudraient en fait revenir à 2 injections, bah, bêtement tout simplement parce qu'il n'y a que 2 cuisses. On peut faire des vaccins à 2,5 cm l'un de l'autre, et donc on peut très bien faire 2 vaccins sur la même cuisse, par exemple chez un nouveau-né. Alors, cuisse, il faut effectivement définir ça plus précisément, hein. C'est le tiers supérieur, effectivement, de la face antéro-externe du quadriceps, grosso modo, de la cuisse, qui est la zone la plus dévolue à cette vaccination.
une vaccination qu'il ne faut pas différer, c'est celle du Bexsero, parce que le Bexsero est effectivement quelque chose particulièrement, la méningite est particulièrement un risque chez les nouveau-nés. Et donc, à 12 mois, cette dose de rappel ne doit vraiment pas être différée. Celle qui pourrait être différée, notamment lorsqu'il y a eu à 6 mois une dose, je dirais, de vaccin contre la méningite ACWY, c'est celle-là qui pourrait effectivement être différée. L'Aurore ne doit pas non plus être différée, compte tenu effectivement du fait qu'il n'y a rien eu avant, parce que tout simplement, suspect de moindre efficacité. Et vous savez que quand un ROR est intervenu, ce qui arrive de temps en temps, avant 12 mois, avant le premier anniversaire, eh bien, en fait, il va falloir refaire quand même 2 doses. Donc, on passe d'un protocole de 2 doses à 3 doses finalement. Et donc, il faudra compléter par une dose supplémentaire plus tard. Donc, voilà un schéma de vaccination avec des noms, avec des choses assez claires là-dessus. Vous voyez aussi l'apparition du nirsevimab qui, effectivement, on le sait, dure 8, 9, 11 mois, qui n'est pas tout à fait un vaccin puisque c'est l'apport des anticorps monoclonaux. Et puis cette situation un peu particulière, je dirais à 0 mois pour l'hépatite B lorsqu'il y a effectivement des antécédents. Et donc on sort de situations générales pour entrer dans des situations particulières comme avec le BCG pour les populations donc à risque. Alors ce document en fait est en permanence amendé, en permanence en train d'être modifié, et notamment pour essayer d'introduire la dernière marotte pédiatrique, c'est effectivement l'introduction de la varicelle pour essayer de faire non pas un ROR, mais un ROR varicelle, et qui éventuellement ne figure pas tout à fait ici, mais on pourrait le faire figurer, puisqu'à partir de 11 ans, quand les personnes n'ont pas fait en fait de la varicelle, il est possible de les vacciner, on en reparlera rapidement. Donc là, ici, vous avez des données relativement récentes dans un bulletin de Normandie de couverture qui vous présente en fait nourrissons, enfants, adultes, personnes âgées et qu'on va revoir à l'occasion. Mais vous voyez que si je me concentre un peu sur les femmes enceintes qui vous intéressent particulièrement, on avait une couverture vaccinale en Normandie, de 77% vaccinés durant leur grossesse, sans doute bien aidé par le fait qu'il y a eu effectivement une épidémie de coqueluche dont vous avez parlé juste avant. Il faut espérer que ce taux reste très élevé pour essayer justement d'éviter la coqueluche qui, même si n'est plus en situation épidémique, reste effectivement vraiment un gros risque pour les nouveau-nés. Et donc, la vaccination la plus large possible des femmes est plus que souhaitable. Et puis, j'ajoute pour le papillomavirus, les chiffres de Normandie qui sont plutôt meilleurs que ceux au niveau national, de 58% pour les filles avec un schéma complet de 32% pour les garçons. On va effectivement en reparler, vous inquiétez pas. Les nouveautés du calendrier. Alors, très synthétiquement, et malheureusement peut-être l'essentiel, le méningocoque a connu beaucoup de bouleversements du fait effectivement d'une augmentation. Le VRS est effectivement aussi quelque chose, notamment chez les adultes, qui aujourd'hui connaît quelques bouleversements. Rougeole, oreillon, rubéole, je dirais que c'est la nouvelle épidémie qui a fait suite un peu à celle de la coqueluche. Et puis la grippe saisonnière, vous savez qu'effectivement, on bascule sur des vaccins trivalents. On ne parlera pas de Mpox, de pneumocoque, ni finalement de coqueluche que vous connaissez sans doute assez bien apparemment. Alors là, ça serait bien que je récupère mon stylet. Voilà. Alors les changements pour les IM, mon but là va être je dirais peut-être effectivement vous apporter une information pour bien comprendre pourquoi c'est important de respecter les dates. Et donc vous avez en fait l'incidence de la maladie méningite ou infection invasive à méningocoque qui est très élevée pour effectivement les nourrissons en dessous de 1 an, ça s'estompe un peu à 2, 3 ans. Et puis vous avez une résurgence de l'incidence, donc du nombre de cas d'enfants touchés autour de 10, 15 ans. Après, ce qu'on sait, quand on a fait des études de portage, ce que j'ai fait effectivement aussi à Dieppe, eh ben, on se rend compte qu'en fait, on trouve les méningocoques au fond de la gorge, finalement, comme vous le voyez, autour de 15, 20 ans, avec effectivement donc une incidence très élevée. Et ce que l'on sait, je vais passer à la diapo d'après-ci, c'est pas rétabli, c'est qu'en fait, ce sont les adolescents qui refilent aux nouveau-nés, aux enfants qui sont à l'âge de la marche, mais aussi aux personnes les plus âgées, effectivement, les méningocoques, puisque le méningocoque est en fait un germe à portage quasi, je dirais, exclusif au fond de la gorge des êtres humains. Et c'est comme ça qu'on on se le repasse par les fameuses gouttelettes de Pflug, par une transmission liquido-aérienne, on va dire. Et du coup, il est intéressant, effectivement, d'essayer, je dirais, d'agir sur ce portage et d'agir à cet âge-là. Alors, l'information, c'est
le Nimenrix, Menquatfi ou Menveo, qui sont les vaccins C, W et Y, sont efficaces sur le portage. Malheureusement, le Bexsero et le Trumenba, qui sont de technologies un peu différentes, ne sont pas efficaces sur le portage. Et ça va vous expliquer un certain nombre de choses. Alors, on va effectivement constater qu'avant le Covid et au moment du Covid et avec le confinement, on a eu une nette baisse et puis une réaugmentation forte des différents sérogroupes. Vous savez qu'il y a des méningocoques de type B, C, W et Y. Et ce qui va nous intéresser, c'est de regarder l'évolution un peu à travers le temps. Et vous voyez qu'en fait, le C a quasiment disparu, notamment à la faveur de la vaccination contre le C qui est ancienne et qui se fait chez les nouveau-nés, puisqu'on faisait là cette vaccination à 5 mois. Et si vous regardez en fait ce que je vous disais tout à l'heure autrement, toute méningite confondue, vous voyez que les tout petits nouveau-nés avaient effectivement un lourd tribut jusqu'à l'âge de 3-4 ans. Et puis, cette résurgence au niveau effectivement des adolescents. Et donc, bah, ce sur quoi on peut agir aujourd'hui avec une action sur le portage, c'est bel et bien effectivement cette situation autour de 15 ans avec la vaccination CWY. C'est pour ça qu'on propose d'annihiler ce pic en faisant cette vaccination avec un rappel qui est une vraie nouveauté, ACY et W. Donc, grosso modo, soit un Imenrix qui est possible. Hein. L'Imenrix étant le seul vaccin qu'on puisse utiliser dès 6 mois à raison de une dose. Il faut quand même faire un rappel à 12 mois. Mais effectivement, comme le Menquatfi et comme le Menveo, ce vaccin peut être efficace et utilisé chez les adolescents. Et donc, on peut avoir l'un de ces trois vaccins pour les adolescents. Et puis, vous allez avoir effectivement chez le nouveau-né une action un peu plus spécifique. Alors, si on regarde la répartition des sérogroupes selon les nouveautés dans la dernière année là, qui vient de passer, vous voyez que le C a disparu chez les enfants quasiment. On en retrouve un tout petit peu, puisqu'il y a eu 6 cas, hein, un tout petit peu effectivement, entre 15 et 24 ans. Tous les enfants n'ont pas malheureusement été vaccinés. Puis vous voyez que bah, finalement, ça concerne ceux qui sont essentiellement pas vaccinés. Et donc, bah, vous avez toujours à peu près 55% de B, notamment chez les moins d'un an. Donc, ça reste le Bexsero qui est important et c'est pour ça qu'il faut faire les 3 doses aux dates qui sont préconisées. Le W, bah, la seule manière de le faire, c'est de remplacer le vaccin C par celui qui est ACWY. Donc. Et puis, bah, on voit en fait que justement, le W et le Y ont pris une place importante, y compris effectivement chez les adolescents et les adultes. Alors, ça, c'est une autre manière de voir seulement pour les IMB. Et vous allez avoir toutes les IM, donc tout confondu, les IMB ici, les IMW et les Y. Et vous voyez que effectivement, les Y concernent aussi un peu les adolescents, ce qui est une manière de raisonner et d'arriver en fait aux recommandations que vous allez voir. Donc, en Normandie, on n'a pas fait exception. Hein, 64% des souches étaient du B, 19% du W, 14% du Y, et moins, effectivement, on a eu un cas de C, en fait. Et donc, depuis le 1er janvier, vous avez cette recommandation de remplacer le vaccin C par le vaccin ACWY. Ça ne peut être que le Nimenrix qui va être fait un mois plus tard à 6 mois, ce que vous voyez écrit ici. Et puis la vaccination sérogroupe B pardon, par le Bexsero, qui elle aussi est une vaccination qui ne peut se faire qu'avec le Bexsero, puisque il n'y a pas d'autre possibilité. Et donc, dès l'âge de 3 mois, une deuxième dose pardon, à 5 mois et en fait un rappel à 12 mois. Voilà. Alors, chez les adolescents, donc, il y a une recommandation ACWY qui est recommandée donc, dès 11 ans et qui est importante et qu'on peut rattraper entre 15 et 24 ans, bien sûr, mais qui va effectivement être transitoire. Le 15-24 va être transitoire et le 11-14 est important pour essayer d'éviter ce nouveau pic contre lequel on peut lutter. À l'inverse, la vaccination B nous a posé un peu de problème puisqu'elle n'est pas vraiment en ces termes-là recommandée, mais il est inscrit qu'elle peut être proposée aux 15-24 ans parce que l'efficacité est moins longue et que c'est le pic qui est à 15 ans. Et donc, on propose en fait de faire notamment dans les situations comme à Rennes la vaccination la plus large possible qui peut être proposée. Alors proposer veut dire que c'était pas recommandé. Quand c'est pas recommandé, c'est pas écrit dans le calendrier. Résultat de l'opération, les pharmaciens ne pouvaient pas faire la vaccination et vous étiez aussi assez mal assise si vous aviez dû faire effectivement cette vaccination. Et donc, c'était un peu compliqué. Du coup, on a en fait vu un peu les choses évoluer. Alors là, je me suis servi du Parisien pour vous faire aussi une petite synthèse rapide sur
la méningite, je dirais, d'une façon générale, puisque les bébés de moins de 2 ans, c'est effectivement 2 doses, moins d'un an, 2 doses, une dose à 6 mois, une dose effectivement à 12 mois. Pour le B, c'était 3 doses. Et pour les bébés entre 1 et 2 ans, c'est toujours effectivement plus qu'une seule dose de ACWY et 3 doses de B. Et puis pour le 2 à 5 ans, vous n'avez plus qu'une dose de ACWY et seulement 2 doses pour le vaccin B, puisque le protocole change à ce moment-là. Pour les adolescents, c'est une dose, comme effectivement chez les nouveau-nés après, enfin les bébés de 2 ans plus tard, et 2 doses effectivement aussi qui sont espacées d'au moins 2 mois pour effectivement le Bexero. Voilà, ça c'est le résumé du rattrapage qui a été bien fait par le Parisien, légèrement modifié puisque il y a eu un peu de flottement sur la date jusqu'à laquelle on pouvait faire ce rattrapage puisque c'est maintenant 5 ans et c'est effectivement quelque chose qui a été consacré donc par un avis que vous voyez ici reproduit, mais également par un deuxième avis beaucoup plus récent qui est du seulement 17 juillet, qui en fait introduit la recommandation de la vaccination B dans le calendrier de vaccination, ce qui permet maintenant aux pharmaciens et vous de prescrire ce vaccin, y compris chez les adolescents de 15 à 24 ans. VRS, des mots rapides. Le VRS, ça concerne bien sûr les nouveau-nés, puisque vous connaissiez la bronchiolite et vous en avez sans doute déjà vu toutes et tous, mais ça concerne aussi les personnes âgées. Et finalement, c'est quelque chose d'assez, je dirais, transversal, quel que soit l'âge, avec en fait une clinique un peu différente que vous voyez ici résumée, qui est une partie du problème. La dernière épidémie a évolué, vous voyez, entre la semaine 47 et puis finalement la semaine 1, où on a en fait bon, bah voilà, si on regarde par rapport à la grippe, c'est quelque chose qui est un peu décalé, mais on a retrouvé en fait des dates à peu près habituelles sur la bronchiolite, ce qu'on n'avait pas eu. Et vous savez que la campagne a été lancée à partir du 1er septembre. Le bilan de l'année dernière, c'est 450 000 nourrissons qui ont été protégés, avec au 24 février, donc à peu près 352 000 352 000 doses de Beyfortus et 91 000 de doses de vaccin d'Abrysvo qui ont été pris en charge par l'assurance maladie. Assez bonne adhésion finalement de la population et des femmes et des parents, je dirais, à cette protection nouvelle. La bronchiolite est surtout effectivement un problème pour les nourrissons de moins de 6 ans, de moins de 6 mois, et c'est pour ça que effectivement il y a eu cette bonne adhésion. Alors avec effectivement une vraie difficulté puisque vous avez le choix entre vacciner la mère en fin de grossesse avant l'accouchement ou effectivement immuniser l'enfant par du Beyfortus à la naissance quand la mère n'a pas été effectivement, je dirais, vaccinée, ou alors parce qu'elle aurait été vaccinée trop tard. Voilà. Donc vous avez en fait le choix entre les deux, avec un vrai petit avantage quand même à l'Abrysvo, qui est pris en charge à 100% à partir du moment où on passe effectivement dans cette partie de grossesse, alors que malheureusement le Beyfortus n'a une prise en charge, je ne comprends pas trop bien pourquoi d'ailleurs, je vous le dis franchement, à 30% par l'assurance maladie. Et donc, il faut absolument avoir une complémentaire santé parce que sinon, ça laisse effectivement beaucoup de sous. Lorsque c'est fait en ville, quand c'est fait effectivement à la maternité, la prise en charge est totale. Et là, on revient un peu à la même chose que la Briso. En tout cas, deux moyens de protection. Et puis finalement, une vaccination de la femme contre le VRS qui a plutôt très bien marché par rapport à un vaccin qui est quand même très, très nouveau. Et donc, un vrai choix. Et aujourd'hui, un choix qui s'est pas mal orienté. Les femmes préfèrent se faire vacciner plutôt que finalement d'immuniser l'enfant. Rougeole, un vaccin vivant atténué. Alors, très très rapidement, je vous montre, je dirais, quelque chose qui est particulièrement intéressant sur la rougeole parce que ça rejoint, je dirais, des raisonnements un peu différents. Donc, un bénéfice au niveau individuel et un bénéfice au niveau populationnel. Oui, les vaccins, les gens imaginent qu'ils sont protégés et le reste, ça leur passe par-dessus la tête très souvent. Mais il y a aussi, effectivement, dans certains vaccins, un bénéfice populationnel qu'on va essayer d'illustrer. Donc, se protéger soi versus protéger son entourage. Et ça s'illustre par des mécanismes qui sont que quand on est dans une classe d'école, par exemple, avec des enfants, aucun vacciné, si un tombe malade, eh bien, toutes vont, une grande partie vont effectivement avoir la rougeole et une épidémie de rougeole. Quand il y a quelques enfants vaccinés, ben, ça ne change pas grand-chose en cas d'apparition effectivement d'un enfant malade. Beaucoup vont tomber malades et parce qu'ils ne sont pas protégés contre la vaccination. Ça, c'est l'illustration de l'immunité personnelle. Ceux qui sont protégés, a priori, tomberont pas malades, a priori.
On verra que ce n'est pas tout à fait vrai, malheureusement. Et donc, dans le sens inverse, quand effectivement tous les enfants sont vaccinés, sauf un parce que celui-là n'a pas pu être protégé, par exemple parce que c'est un vaccin vivant atténué et que malheureusement les immunodéprimés ne peuvent pas être protégés, eh bien voilà ce qui se passe quand il y en a un de malade. Eh bien généralement, cet enfant non protégé est protégé par effectivement la couverture populationnelle ou en tout cas la protection populationnelle. Et ça, c'est ce qui s'appelle l'immunité de groupe. Alors ça se traduit pas très bien par l'anglais parce que c'est herd immunity en anglais et c'est traduit par l'immunité de troupeau. C'est pas très agréable de se faire traiter de troupeau. Et donc, la traduction littérale n'est pas bonne. C'est pour ça que je parlais d'immunité de groupe en ce qui concerne la rougeole. Alors, le problème de la rougeole, c'est quoi? Bon, on a déjà connu des grosses épidémies. Vous voyez effectivement l'épidémie de 2008-2011 où il y a plus de 30 000 cas, il y a 1600 cas de pneumatiques graves, il y a 42 complications neurologiques et malheureusement, ce qu'on oublie, c'est effectivement en gros un décès tous les 1000 cas de rougeole. Donc, ça fait à peu près 26 décès dans cette période. Malheureusement, aujourd'hui, en 2023, avec effectivement une diminution de la protection, ben, on a vu réexploser, entre guillemets, le risque de rougeole dans le monde, mais particulièrement en Europe, ce que vous voyez en fait ici. Et si je regarde même en détail, vous voyez un peu tous les départements avec un espèce d'axe nord-sud comme ça, toujours quand même beaucoup plus dans le sud que dans le nord, et puis une ascension. Alors, est-ce que effectivement l'année prochaine, ça va continuer et que ça va encore plus exploser? Personne ne le sait vraiment. C'est, je dirais, la reprise des couvertures vaccinales. Et puis, malheureusement, ce qui est obligé de dire, c'est que le bilan aujourd'hui sur l'année 2025, c'est déjà 802 cas de décès qui ont été rapportés, 64 pneumopathies et un certain nombre, bon, 70 départements touchés, mais aussi un certain nombre d'enfants qui étaient incomplètement vaccinés ou pas du tout vaccinés, qui représentent plus de 65% finalement des situations. Alors si je reprends dans le détail, vous voyez effectivement ce qui se passe effectivement chez les enfants, mais vous voyez ce qui est un peu embêtant et qui est un peu dommage, c'est qu'en cas d'épidémie, les vaccinés de dose payent aussi un certain tribut à la rougeole parce que bien leur protection peut être un petit peu ancienne et qu'en situation épidémique, ben, malheureusement, les 2 voire 3 doses, c'est pas forcément suffisant et c'est pour ça qu'il faut aller regarder attentivement s'ils ont bien reçu 2 doses après l'âge de 1 an. Voilà. Alors, si je fais un petit focus par rapport à ce que je vous avais montré, en Normandie, on a à au moins une dose, 95% effectivement de couverture vaccinale. Ce qu'il faudrait, c'est avoir ces 95% à 2 doses et malheureusement, cette évaluation n'a pas été faite. Petite particularité, il y a eu beaucoup effectivement de rougeole dans le monde, notamment effectivement pas mal d'importations du Maroc, ce qui fait que ben, on a en fait eu une recommandation particulière pour effectivement les gens qui partent à l'étranger de regarder effectivement s'ils ont été correctement vaccinés. Et puis se souvenir quand même que dans le cas où il y a effectivement des rougeoles de retour de voyage, mais ou tout simplement des rougeoles parce qu'il y a eu une contamination, une transmission entre les différentes personnes, eh bien, se souvenir qu'il y a une possibilité d'abord d'administrer dans les 72 heures le vaccin qui a une efficacité, et puis l'utilisation d'immunoglobulines, ce qui est très détaillé, je dirais, dans un certain nombre de documents. Le point grippe, je vous ai souligné effectivement cette année, en fait, que bah, les femmes enceintes étaient bien dans le spot de publicité. Bon, c'est pas évidemment complètement, je dirais, important, on va pas le regarder. Hop là, on n'a pas le temps. Et on va déjà avancer. Et voilà, donc vous voyez les épidémies de grippe. Tous les ans, une épidémie de grippe, c'est entre 2 et 6 millions de personnes. C'est 10 000 décès en moyenne par an, grosso modo. 2,5 millions de consultations et 90% des décès chez les plus de 65 ans. Donc, vous aviez la fameuse bronchiolite que je vous ai montrée, vous voyez, tout à l'heure, avec effectivement en semaine 46, enfin voilà, et puis la situation grippe-bronchiolite, vous voyez en fait que grippe et bronchiolite ont été légèrement décalés, mais pas tant que ça. Le Covid étant beaucoup, beaucoup moins problématique cette année, avec quand même encore une circulation et malheureusement encore des décès de Covid, puisque l'année dernière, on avait enregistré 1600 personnes qui étaient décédées. Cette année, évidemment, je n'ai pas encore le chiffre, mais on peut penser que ça risque d'être du même ordre, et notamment chez les plus âgés et les plus faibles, notamment chez les immunodéprimés. Toutes les épidémies de grippe sont à peu près centrées entre, on va dire, la semaine 48 et la semaine 13-14, et durent en moyenne une douzaine de semaines, ça on le sait, mais la date de début des épidémies de grippe est toujours aussi imprévisible.
Alors, en ce qui vous concerne particulièrement, grossesse grippe, bah, c'est une infection grave pour la mère avec un risque d'hospitalisation de 2 à 8 fois plus important, avec effectivement des risques pour les fœtus, avec un risque de mort fétale qui est multiplié par 1,9. Vous voyez effectivement tout un ensemble de choses qui ont été décrétées maintenant il y a longtemps. Et donc la recommandation est cette année une dose de vaccin trivalent inactivé en IM ou après l'accouchement, si ça n'a pas été fait pendant la grossesse, en n'oubliant pas conjoint et entourage, et notamment pour les nourrissons qui seraient à risque de grippe grave parce qu'ils sont prématurés ou qu'ils ont effectivement un certain nombre de problèmes de santé qui justifient tout ça. Ne pas oublier le troisième message après la coqueluche, après effectivement peut-être le VRS, après et malheureusement, un constat général, c'est effectivement que depuis 2008, 2024, vous voyez, il y a une diminution quasiment constante de l'utilisation des bons grippes et de la vaccination. Alors, l'année dernière n'a pas été exceptionnelle, c'est-à-dire qu'on n'a pas vu de diminution nette. On a effectivement, je dirais, à peu près eu la même situation que l'année précédente, c'est-à-dire une baisse de entre 2 et 6 de l'utilisation effectivement des bons. Alors, 6 c'est notamment chez les moins de 65 ans qui se croient effectivement tout à fait immunisés contre la grippe. Alors, ceux-là sont généralement des gens qui ont des problèmes de santé, hein. C'est des diabétiques, c'est des gens qui ont des problèmes respiratoires, des asthmatiques. Et ceux-là, malheureusement, on les retrouve en réanimation avec plein de tuyaux parce que malheureusement, ils sont jeunes. Je dis pas malheureusement, mais je dis malheureusement parce qu'ils ont la grippe et qu'ils vont particulièrement en mourir en réanimation et payer effectivement un très lourd tribut à la grippe. C'est un bilan rapide donc, où on a eu en fait l'année dernière les 3 virus qui ont circulé, une couverture vaccinale donc, qui n'était pas extraordinaire. Il faut juste se souvenir que en fait, le vaccin en fait, est déterminé en gros en janvier-février. Les précommandes sont faites avant même de connaître la composition. Les livraisons se font entre septembre et octobre. Et puis, il y a des petites possibilités de réassortiment, mais la campagne commencera cette année le 14 octobre. Voilà. Nouveauté du calendrier, bien oui, il y en a. Alors d'abord, une nouvelle composition. Donc, ce n'est pas la peine de compter sur le vaccin de l'année dernière. On sait que ce n'est pas un vaccin qui marche très longtemps en plus, mais effectivement, il y a de plus une nouvelle souche qui est apparue. Une composition un peu différente selon que le vaccin est sur œuf ou sur cellule. Sur cellule, c'est notamment pour les allergiques à l'œuf, même si ça reste assez, je dirais, minoritaire. Aujourd'hui, effectivement, les deux vaccins devraient être distribués. Mais la surprise est, alors ça vous concerne sans doute pas beaucoup, mais effectivement, il y a deux vaccins nouveaux qui viennent de réapparaître. Pour l'un, c'est l'Effuelda qui est 4 fois plus dosé que le vaccin trivalent normal standard dose, Vaxigrippe ou Influvac. Et puis, vous avez le Fluad qui est lui aussi une réintroduction, mais on a un petit peu oublié, qui est donc un vaccin adjuvanté. Pour la première fois, il y a un vaccin adjuvanté. L'intérêt de ces vaccins plus dosés ou adjuvantés, c'est évidemment plus d'efficacité chez les plus de 65 ans, ce qui a été démontré. Et donc aujourd'hui, ces deux vaccins Fluelda et Fluad sont réservés aux plus de 50 ans pour le Fluad et plus de 65 ans selon pardon, de 60 ans, voilà, 60 ans selon l'AMM pour les Fluelda. Cela étant, le remboursement apparaît à partir de l'âge de 65 ans et la recommandation est de les utiliser pour les personnes de plus de 65 ans et notamment pour les personnes vivant dans des établissements médico-sociaux ou personnes âgées dépendantes. Alors, je sais que vous êtes sans doute assez peu concernés, mais vous pouvez être conseil pour dire effectivement que ces personnes doivent être vaccinées avec effectivement ce type de vaccin. Pour Il reste les quelques minutes, oui, docteur. on va s'arrêter après la grippe. Donc, vous avez effectivement une recommandation, donc il n'y a plus de demi-dose. On fait effectivement une primo-vaccination avec une ou deux doses pour la première année, à un mois d'intervalle. Et puis, quand on a dépassé l'âge de 9 ans, il n'y a plus de primo-vaccination, c'est de toute façon qu'une seule dose. Et ce sont des doses de 0,5 millilitres, il n'y a plus non plus de demi-dose. Et pour l'instant, il n'y a pas de mise à jour du calendrier vaccinal avant la campagne d'envisager, même si c'est quelque chose qu'on attend notamment pour l'introduction effectivement de la vaccination à 26 ans HPV, mais pas que, pour effectivement faire apparaître des vaccins fortement dosés. 11,75 pour le vaccin normalement dosé, pour les vaccins fortement dosés ou adjuvantés, 23,97 €. Juste cette diapo-là pour vous expliquer aussi l'intérêt de la vaccination contre la grippe chez les adultes, où
on insiste un peu plus maintenant sur un sur-risque cardiovasculaire avec dans le mois qui suit en fait les gens qui, je dirais, enfin, on constatait effectivement un risque d'accident cérébral qui est multiplié par 8 ou par 10 de crise cardiaque après une grippe. Et alors avec des délais un peu variables, c'est 8 entre 8 et 15 jours pour effectivement avoir cette augmentation de risque. Et donc, ce sont des gens qui vont faire des accidents plus souvent parce qu'ils ont fait la grippe, ils ont été exposés à la grippe. Et donc, vous avez aussi une perte d'autonomie qui est bien connue, les accidents hypoglycémiques qui sont bien connus, les pneumonies qui sont bien connues, mais les risques cardiovasculaires sont effectivement mal connus. Et donc, c'est 8 et 10 pour effectivement ça. Ne pas oublier les autres vaccins classiques et les autres situations critiques. 6 ans, vous avez le tétravac, malheureusement, l'enfant X, c'est un problème. 11 ans, vous avez de nouveau un rappel. Alors, vous savez que c'est le grand D qui doit être fait à 6 ans et le petit D à 13 ans. Et malheureusement, quand ça n'a pas été possible ou qu'il y a eu une confusion, eh ben, il y a un rattrapage effectivement qui est nécessaire en faisant l'inverse. Donc, si on a fait Repevax, Postrix ou Revaxis qui n'existe plus, eh bien, il faut faire effectivement un tétravac à ce moment-là à 11 ans. Voilà. Ne pas oublier HPV, a priori 11-14 parce que c'est la période où c'est le plus efficace et en plus ça peut se faire en 2 doses M0, M6 pour effectivement la vaccination HPV. Quant au passage de 15 ans, ça sera M0, M2, M6 et jusqu'à 26 ans pour les ACHH et tout sans doute assez vite maintenant. Le vaccination hépatite B pour les adolescents qui n'est pas du tout quelque chose qui a été fait pour tout le monde. Donc, vous voyez ici les protocoles rappelés, en sachant que effectivement, on peut faire un M0, M6 entre 11 et 15 ans, à condition d'utiliser le B20, qui normalement n'est utilisable qu'à partir de 16 ans. Mais ce protocole a été démontré et ça permet en fait d'être synchro éventuellement avec la vaccination HPV. Donc on fait à ce moment-là HPV et hépatite B quand ça n'a pas été fait auparavant. Un adage simple pour votre pratique quotidienne, votre patient n'est pas à jour des vaccins. Avec tout ce que je vous ai expliqué, c'est une certitude. Voilà. Merci pour cette présentation qui est complète, qui a permis de répondre déjà aux attentes des sages-femmes qui avaient répondu au sondage. D'autres informations, l'ARS organise régulièrement des webinaires de mise à jour aussi autour des vaccinations auxquels on est souvent invité. Ça peut être le moyen aussi de remettre à jour vos connaissances. Une soirée au CHU de Rouen a lieu le 25 septembre au soir. Les sages-femmes sont conviées. Vont être évoquées les vaccinations autour de la périnatalité, le méningocoque, les vaccinations des professionnels de santé et les vaccinations des aînés. Vous allez avoir dans le chat le lien qui vous permet de vous inscrire. Alors, Et c'est deux choses différentes, hein, on est bien d'accord. Hein. mm, L'ARS, je ne sais pas oui, encore, oui, parce qu'on oui, n'a oui, pas c'est encore différent. discuté de la date, mais il y aura une date autour du 14 octobre, qui est généralement amplificatrice de Mm. la campagne grippe. Et puis le 25, c'est effectivement C'est avec une autre organisation portée par vous et le docteur Pinquet. Ouais. Et nous, au niveau de l'URPS, on va être en réflexion. On est en réflexion depuis plusieurs mois sur une proposition de formation un peu plus étayée sur 1 ou 2 jours pour les sages-femmes de Normandie. Donc ça, vous allez pouvoir nous donner vos intentions, nous donner aussi un retour sur ce webinaire qui est une grande première pour nous. Vous allez avoir dans les jours qui viennent un sondage auquel vous allez pouvoir, un sondage de satisfaction dans lequel vous allez pouvoir nous donner vos impressions. Sachez que au sein du sondage, on a mis aussi une boîte à idées. En tant qu'URPS, on est aussi là pour vous représenter dans votre exercice, pour vous accompagner. Donc, si vous avez d'autres sollicitations, d'autres idées, d'autres besoins à partager avec nous, le sondage est là pour vous permettre de vous exprimer. Merci à tous et à toutes pour votre présence. L'ensemble de l'équipe de l'URPS vous souhaite une bonne journée et nous serons ravis de pouvoir vous rencontrer lors d'autres événements. bonne journée à tous.